Monsieur François Nouattora, directeur du transport terrestre Tchad. Il est avec nous. Bonjour. Si vous voulez nous rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur Haroun Conté, responsable du ministère des Transports et de l'Aviation civile, Sierra Leone. Apparemment, il n'est pas encore arrivé. Monsieur Anne Kondoji, c'est le directeur adjoint des services de la circulation et de la sécurité routière Malawi. Il n'est pas encore là. Monsieur Claude Daniel Camio Zangouzé, directeur du transport, de la sécurité, ministère du transport et de la communication Mozambique. Monsieur Jnini, directeur adjoint de la 7e, directeur général adjoint. Il représente Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Sharqawi, directeur du département qualité sécurité Vivo Énergie Shell. Bonjour, soyez bienvenus. Monsieur Bachir Badou, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, FMSAR. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur Reda Regragui, responsable santé et sécurité du groupe CIMAT. Bonjour. Et enfin, Monsieur Alberto Pérez, directeur général d'ALSA. Si vous voulez bien, notre session, comme vous le savez, sera consacrée aujourd'hui au thème qui se rapporte à la sécurité routière en entreprise. Constitue-t-elle une charge ou une opportunité? Juste pour lancer le décor ou à titre d'introduction, je dirais qu'il ressort d'une manière générale que le risque routier en entreprise constitue la première cause de mortalité au travail. Il représente 50% des décès au travail qui sont dus au risque routier en entreprise. Et enfin, les accidents liés au risque routier en entreprise sont responsables de plusieurs milliers d'incapacités humaines et de plusieurs millions de journées d'arrêt de travail à cause d'incapacités temporaires ou permanentes. Si vous voulez, dans le cadre de ce panel, on va surtout accentuer notre travail. C'est quels sont les gens de jeu et quelles sont les opportunités pour l'entreprise d'adopter une démarche sécuritaire au niveau de l'entreprise. Et surtout pour réduire ce risque routier. On s'attachera plutôt à voir quel est l'impact sur le plan social et sur le plan économique, et aborder les mesures de prévention généralement consacrées, et enfin échanger avec les panélistes sur les expériences qui sont initiées ou vécues en entreprise. Bien sûr, à la fin de notre débat, nous aurons certainement à formuler quelques recommandations pour les organisateurs de ce colloque. Merci de votre attention. Je me retourne vers... avant de me retourner, je voudrais me présenter. Moi-même, je suis Hamid Zahar. J'étais ex-haut responsable au ministère de l'équipement et du transport en ma qualité de directeur de la stratégie. J'ai fait également secrétaire permanent du CNPAC qui organise aujourd'hui notre forum. J'étais également directeur du transport aérien à la fin de ma carrière. Actuellement, je collabore avec la Fédération de transport et de la logistique de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Donc, merci. La première question s'adressera peut-être à nos amis du secteur public et qui représentent l'ensemble de nos amis pays africains. Je dirais qu'à première vue, d'une manière générale, on peut penser que le risque routier concerne surtout l'entreprise. Mais certainement, ce risque qui est également, qu'on appelle également risque routier professionnel, n'est pas seulement l'affaire de l'entreprise, c'est aussi l'affaire de l'État, des administrations publiques. Et donc,
comment est-il appréhendé au niveau de vos administrations respectives, puisque nous avons avec nous quelques responsables du secteur public relevant des différents pays africains, nos amis africains. Merci. Si vous voulez commencer, monsieur le... Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais me présenter. Je m'appelle monsieur Noitora François. Je suis le directeur général des transports de surface au ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement de la République du Tchad. Je représente ici le ministre qui, compte tenu de l'agenda, ne peut prendre part à ces assises. Je voudrais vous remercier, monsieur le modérateur, pour l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir afin de partager nos expériences avec les autres pays et également de participer à l'élaboration d'un cahier des charges pour les pays africains dans le domaine de la sécurité routière. Pardon, on me demande de parler un peu haut pour que les traducteurs nous entendent. Okay. Aussi, j'ai fait la même erreur. Merci beaucoup pour la réflexion. Donc, je voudrais dire qu'avant tout propos, je voudrais également adresser mes remerciements au nom de la délégation au gouvernement marocain et également aux autres co-organisateurs de cet événement important, le premier du genre. S'agissant de la question que vous avez posée, il est vrai que le thème qui nous concerne parle de la sécurité en entreprise. Mais à notre avis, nous estimons que la sécurité routière, de par son caractère transversal, concerne tous les secteurs. C'est pourquoi, au niveau de nos administrations et particulièrement au Tchad, le ministère en charge a pour mission, entre autres, l'élaboration des textes réglementaires dans le domaine des transports et particulièrement également en ce qui concerne le secteur des transports. Donc nous n'attendons pas à nous focaliser seulement en termes de la sécurité routière en entreprise, mais d'une manière globale, nous allons évoquer en ce qui concerne notre pays quelles sont les expériences qu'on a dans ce domaine en la matière. Voilà brièvement la suite que je peux donner à votre question préliminaire. Je vous remercie. Nos autres amis du Mozambique, il y a également la Sierra Leone avec nous. Est-ce que vous pouvez dire un mot comment vous appréhendez en tant qu'administration, disons, cette question de sécurité routière en entreprise? Thank you, moderator. First and foremost, allow me to thank the World Bank for sponsoring Malawi delegation to participate in this important workshop. Many thanks to our host, the Moroccan government, for hosting us at this prestigious infrastructure. Most of all, I would like to thank you, our moderator, for according us an opportunity to speak on this audience. To get back to the question, I believe that companies in their nature believe in investments that bring immediate benefits. The companies buy materials today, transform the materials into finished products, and the next day, the products or services are on the market.
and the benefits are realized immediately. Unfortunately for road safety interventions, they hardly produce results within the shortest period. It takes medium to long term period before results can be seen or achieved. Besides, road safety interventions requires heavy investment, requires a lot of awareness and education to change the mindset of the road users. And most of all, requires enforcement to cement the behavioral change. For this reason, road safety in companies is not viewed as an attractive investment. Coming back to the question on whether road safety is an opportunity or a burden, from now going forward, Peut-être on I have this arrivera to tout à l'heure à tell cette question. companies. Companies need customers to purchase their products. The customers that are healthy, Madame, s'il vous plaît. customers that are not involved in accidents. S'il vous plaît. Puis, on reviendra tout à l'heure peut-être sur les opportunités et les défis. OK? Okay, thanks. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait pas apporter quelques éclaircissements sur la question, vous-même, monsieur? Vous voulez qu'on parte dans l'ordre? Comme ça, on passe la parole à tout le monde. Ok, bonjour à tous. Donc, bienvenue déjà à ce forum, le premier forum africain de la sécurité routière. Je suis très honoré, j'ai le privilège d'assister à ce panel constitué de prestigieuses personnalités autour de moi. C'est un énorme privilège. Alors, j'aimerais rapidement me présenter. Donc, je suis Reda Regragui, je suis responsable santé-sécurité au groupe Ciment de l'Atlas, mais je suis ici pour représenter l'APC. Alors, l'APC, c'est l'association professionnelle des cimentiers. Alors, c'est une association assez vieille. Elle a été créée en 1982 et elle représente l'ensemble des groupes cimentiers ici présents au Maroc, à savoir Asmen Temara, Ciment du Maroc, Ciment de l'Atlas et la Farge. Si vous voulez bien, nous avons, disons, des étapes pour arriver un peu au partage d'expérience. Ma première question, c'est surtout connaître un peu quel est le rôle du secteur public pour favoriser un peu la sécurité routière en entreprise. Nous avons bien sûr tout à l'heure les entreprises et nous allons connaître un peu leurs sentiments sur la question. S'il y a quelqu'un qui représente l'administration et qui voudrait nous donner un mot sur la question ou un complément sur la question. Vous représentez, monsieur? Okay, thank you. Thank you. I will be comfortable to speak in Portuguese. I come from Mozambique, Minister of Transport and Communication. I am National Director of Transport and Safety. First of all, I would like to address my sincere gratitude for the invitation for the Moroccan government for this forum that will allow us to share the experience, and good practice. Mozambique, under the objectives, the perspectives of decade of action for road safety, we think that we are trying to do our best, but also we have some achievement, but also challenge. We have the thematic for this forum, for this panel, but I will focus on the government perspective. We are now on the way to approve the road safety policy
in order to integrate the issue regarding with the private sector. In 2011, we adopted as a government and has a national tool to respond to the decade action. We adopted the strategic and multi-sectoral plan. And also regarding with this, we make a lot on our legislations. And also for respond the 5 pillars also we created the Institute for Medical Emergency. We have today in Mozambique a lead agency for road safety. But we're still doing, we are being implement some activity in order to respond this, because today road safety as other countries are critical. For now, this is my introduction, and I'll come back to you. Thank you. Je me retourne maintenant vers nos amis des associations professionnelles et des représentants des entreprises. Je dirais juste, avant de poser la question, que le risque routier en entreprise est généralement considéré comme accident de trajet. Si cela se passe pour aller et revenir du travail, sous certaines conditions de temps, d'itinéraire ou de preuve pour certains cas, certains accidents. Et il est considéré comme accident de mission si cela se passe dans le cadre d'une mission, disons, ordonnée par l'entreprise. Quelles sont, en fait, les entreprises qui sont concernées par le risque routier professionnel et quels sont les domaines d'activité les plus touchés par ce risque? Peut-être Monsieur le Président de la Fédération des sociétés des assurances et de réassurance. Merci. Merci. D'abord, une précision, je suis directeur général de la Fédération et non pas le président. Donc, par correction à mon président, je tiens à apporter cette précision. Écoutez, nous autres assureurs, quelle que soit la considération ou la nature de l'accident, qu'il soit un accident considéré comme étant un accident de trajet, rentre donc dans l'accident du travail, ou considéré comme un accident qui tombe sous le coup de la réglementation des accidents de la circulation, nous, en tant qu'assureurs, nous le prenons. Et donc au niveau du secteur de l'assurance, nous sommes très engagés avec le CNPAC et je salue mon ami Sib Nasr Boulejoul ici présent, et je salue tout le travail que fait le Comité national de prévention des accidents de la route. C'est clair que pour nous, moins d'accidents, moins de blessés, moins de morts, c'est plus de profitabilité pour nos entreprises d'assurance. Mais on a aussi une mission citoyenne. Donc nous avons une mission citoyenne pour accompagner les pouvoirs publics, pour faire en sorte à ce que nos routes soient moins dangereuses, tuent moins, blessent moins. Et grâce à Dieu, ces dernières années, on sent une amélioration notable sur nos statistiques en matière de décès et de blessés. Bien qu'en matière d'accidents matériels, mais ça c'est un autre sujet, la situation est moins reluisante. Maintenant, nous avons des actions d'accompagnement d'entreprises pour les aider à mieux appréhender le risque routier et faire en sorte à ce que leurs conducteurs, leurs véhicules causent moins d'accidents. Et donc, de ce fait, nous essayons, et je suis moi-même directeur général d'une société d'assurance qui est spécialisée dans le transport. Nous accompagnons d'ailleurs mon ami qui est assis à ma droite, mais je lui laisserai le soin d'en parler de manière un peu plus approfondie. Donc aujourd'hui, il y a des outils, notamment de technologie embarquée sur des véhicules, qui permettent aujourd'hui aux entreprises, aux flottes d'entreprises, de mieux appréhender le risque routier, de mieux former et savoir qui sont les bons conducteurs ou les mauvais conducteurs. Et il y a quelque chose qui arrive et qui existe déjà sur nos routes, puisque les constructeurs aujourd'hui dotent les véhicules d'un certain nombre de technologies qui permettent aujourd'hui aux chauffeurs d'être plus vigilants, de pouvoir éviter un certain nombre d'accidents parce que le véhicule freine tout seul, parce que le véhicule évite un obstacle tout seul. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Sur certains grands modèles aujourd'hui, on commence à trouver ce genre de technologie. En tout cas, nous, à la Fédération marocaine des sociétés d'assurance
et de réassurance. On est très regardant sur ces sujets, on accompagne le CNPAC dans tout ce qui est fait, et puis les acteurs pris un à un, donc les grands assureurs marocains, font énormément de prévention de risques auprès de leurs assurés et accompagnent les flottes d'entreprises pour faire en sorte à ce qu'il y ait moins d'accidents et donc pour permettre aux entreprises de sauvegarder leur outil de production et de protéger leurs salariés. Mais est-ce qu'on peut avoir, disons, une précision sur les entreprises qui sont concernées par ce risque spécifique, à savoir le risque professionnel ou le risque routier professionnel, et qui sont les domaines les plus touchés? Parce qu'il faut dire que c'est peut-être la première fois qu'on en parle dans un cadre, dans un colloque ou dans un forum. On parle effectivement de la sécurité routière, la sensibilisation, les axes de la stratégie, mais ce risque routier professionnel est généralement méconnu au peu. Oui. Oui, je fais ce que je peux. Okay. Oui, ce que je disais, voilà, il est peut-être, c'est un sujet méconnu, c'est une occasion disons, de vulgariser cette approche concernant la sécurité routière en entreprise et surtout le risque routier en entreprise. Bon, on a tendance à dire que peut-être les entreprises de transport sont les plus concernées parce qu'il y a les chauffeurs. Mais est-ce que les autres entreprises également le sont? Et quels sont les domaines les plus touchés? Merci. Écoutez, c'est une question d'exposition au risque. C'est très simple. Plus on est exposé au risque, pour être exposé au risque, c'est en fait la fréquence de présence d'un véhicule sur la voie publique. Donc en fait, quand vous êtes quelqu'un qui a un travail de bureau comme moi, mon exposition au risque, elle est beaucoup plus faible quand vous êtes un transporteur tel que la CTM qui est à côté de moi. Donc aujourd'hui, la CTM, un véhicule, je ne sais pas quel est le taux de rotation, mais en tous les cas, sa présence sur la route est quasi permanente, un véhicule. Si on prend un taxi, par exemple, il va commencer son travail peut-être à 6 h du matin et le terminer à 21 h le soir, et donc son exposition est très très forte. Donc ceux qui sont vulnérables, c'est bien entendu ceux qui circulent beaucoup. Donc en entreprise, ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui ont soit des flottes d'entreprises parce que dans le cadre de leur activité, il y a des livraisons très fréquentes à faire. Dans le cadre de leur activité, il y a des commerciaux qui tournent toute la journée, ou leur activité et leur cœur de métier est d'être un transporteur. Donc c'est ce type d'entreprise avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on essaye de mettre en place des plans de prévention pour les accompagner. Alors les plans de prévention, très souvent, peuvent impliquer ou se basent très souvent sur des tarifications de risque qui font que la prime est plus faible lorsque je suis bon conducteur ou la prime est plus chère lorsque je suis mauvais conducteur. C'est un des éléments, ce n'est pas le seul. L'élément tarification est important, mais l'élément humain est extrêmement important, et donc toute la formation, toute la sensibilisation, la montée en charge du niveau des conducteurs est un élément extrêmement important, et c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup avec un certain nombre de flottes. Très bien. En fait, on peut dire que toutes les entreprises sont concernées par ce risque. Et les plus exposés sont peut-être les gens qui se déplacent le plus, les conducteurs, les commerciaux. C'est un peu le résumé que je peux faire de votre intervention. Je passe à quels sont maintenant qui pourraient me donner quelques éléments de réponse sur les conséquences de l'accident de la circulation en entreprise. De l'APC, par exemple. La parole. Alors, donc, je reprends un petit peu la parole par rapport à l'APC. J'aimerais quand même mettre un petit peu tout le monde dans le contexte du secteur cimentier, parce que mon intervention aujourd'hui consiste à partager avec vous un retour d'expérience du secteur cimentier en matière de sécurité routière. Avant de parler des conséquences du risque routier, il faut savoir que l'activité du transport dans le secteur cimentier, c'est une activité incontournable, je dirais capitale, parce qu'il faut savoir, dans la fabrication du ciment, il y a ce qu'on appelle la logistique industrielle, tout ce qui se passe en amont. Pour fabriquer du ciment, on a besoin de matières premières, donc on a besoin de transporter du calcaire, du schiste, de l'argile, des matières qu'on ramène des différentes carrières, et puis il y a également les différents
différents types de combustibles, les combustibles alternatifs. Et puis on retrouve également un certain nombre d'additifs qui rentrent dans la fabrication du ciment. Donc tout ça constitue ce qu'on appelle la logistique amont, la logistique industrielle. Et puis il y a en aval tout ce qui est distribution. Donc la distribution en vrac, en sac. Donc en l'occurrence, ce que vous voyez, les camions en forme de V, ça c'est le transport de ciment, à ne pas confondre avec les camions toupies qui transportent le béton. D'accord. Alors, juste pour vous donner des chiffres, le secteur cimentier, il comporte 12 usines au niveau du Maroc et 4 nouvelles cimenteries en cours de construction et 4 centres de broyage au niveau du Royaume. Donc, c'est une capacité de production annuelle de l'ordre de 21 millions de tonnes de ciment et nous parcourons un kilométrage annuel de l'ordre de 71 millions de kilomètres par an. D'accord. Alors, c'est quand même un pourcentage assez important du fret national et bien sûr, il y a une évolution qui a été réalisée, un progrès qui a été réalisé en la matière depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on est à 0 fatalité, on est à 0 accident avec arrêt. Ça, c'est les statistiques de 2017. Et on est quand même à un nombre d'incidents de renversement de camions parce que dans le process de transport, on parle de la phase de chargement, déplacement et déchargement. Donc c'est 3 phases qui sont indissociables dans le processus du transport. On continue d'enregistrer des incidents de renversement. Donc on est en nombre de 7 et notre ambition c'est justement de réduire ce taux d'incidents. Maintenant, pour ce qui concerne les conséquences, j'aimerais juste dire que la sécurité routière, c'est une composante de la santé-sécurité au travail, d'une manière générale. Et donc, les cimentiers, depuis 3 décennies, ils ont eu une prise de conscience anticipée de l'importance de placer la santé-sécurité au cœur de leurs orientations stratégiques. Juste, encore une fois, pour étayer avec des chiffres, sur 3 décennies, nous sommes passés de 230 accidents avec arrêt en fin 2017 à 0 accident avec arrêt. Ça veut dire que sur une décennie, nous réduisons par 5 le nombre d'accidents. Et donc, cette prise de conscience nous a ramené vers les années 2000 à intégrer aussi la sous-traitance, c'est-à-dire les entreprises partenaires qui interviennent au sein de nos sites dans cette démarche de prévention. Et par la suite, nous avons intégré le transport routier parce que les transporteurs sont aussi nos partenaires. Et par cette même occasion, cette évolution qui a été réalisée par les secteurs cimentiers, bien sûr, il y a eu un certain nombre de partenariats, notamment avec le CNPAC, à travers la signature d'une convention de partenariat, une convention cadre avec le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. Et bien sûr, il y a eu des actions concrètes sur le terrain, notamment des caravanes, des journées de sensibilisation qui se font au profit des chauffeurs. Et notre ambition, c'est d'élargir justement Voilà. Donc, juste c'est-à-dire revenir aux conséquences, voilà. Les conséquences, c'est-à-dire un dirham qu'on investit en sécurité routière, il rapporte 3 fois plus de bénéfices au secteur. Donc c'est voilà. Et puis la vie humaine aussi, l'intégrité physique, c'est aussi important. Je précise que chacun de nos intervenants qui prend la parole aura l'occasion également de reprendre la parole pour expliquer. C'est pour cela qu'il faut peut-être se maintenir en réponse à la question. Si vous voulez, allez-y, mais surtout sur l'impact au niveau social, au niveau économique pour l'entreprise. Merci. Bonjour. Je me présente, Madame Smiej Ouidad. Je suis la directrice sécurité RH et formation des groupes Alsa Transport. Nous sommes un groupe de sociétés au Maroc qui opère sur 4 villes actuellement, Marrakech, Agadir, Tanger, Khouribga et prochainement sur Rabat.
Donc, je peux déjà dire que la notion de risque et que c'est un vécu qu'on vit au sein de la société seconde par seconde. Donc, éventuellement, la démarche que nous avons optée depuis des années, depuis le début, était pour pouvoir garantir une sécurité routière et éliminer le risque et basée essentiellement sur le triptyque vie, véhicule, individu, environnement. Et notre collègue l'a dit tout à l'heure, c'est des actions, c'est des plans d'action qui visent les trois parties, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, au niveau, bien sûr, on pourra aller détailler chaque action et chaque, je veux dire, le véhicule, par exemple, on ne peut pas permettre de donner à nos employés des véhicules qui ne sont pas sécurisés et prétendre garantir la sécurité sur les routes. Donc, d'où les systèmes de contrôle de vitesse, c'est-à-dire, par exemple, nous, en tant qu'entreprise, ce qu'on peut apporter et dire à notre niveau, on essaye de mettre des limiteurs de vitesse. Au niveau urbain, tous les bus sont limités à 50 km à l'heure et en périurbain à 70 pour que le... On partagera tout à l'heure votre expérience. Voilà, les détails, on peut les partager. Mais bon, ce sont trois axes importants. Je sais que M. Gnini veut parler également, veut également participer à cette question, mais je passe à autre chose, si vous voulez bien. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de donner la parole à chacun de vous. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, est-ce que nous disposons de données chiffrées? On parle de nombre de tués, de nombre d'accidents, nombre de blessés, notamment sur la route d'une manière générale, mais en entreprise, c'est-à-dire en accident de trajet ou en accident de mission lié à l'entreprise. Est-ce que nous avons des chiffres de manière globale ou de façon différenciée? Si vous avez des éléments, ceux qui sont invités à participer, à répondre. Merci. C'est Gnini. Très bien, bonjour. Je vous remercie de me donner l'opportunité de partager avec vous et avec l'ensemble de notre expérience dans le management de la sécurité routière. Donc, la CTM est la première compagnie de transport au Maroc. C'est une compagnie qui a 100 ans d'expérience et elle est dedans dans cette question de sécurité routière. D'abord, CTM, c'est 250 autocars. Elle agit dans le transport interurbain, international, transport touristique et transport pour les entreprises. Aujourd'hui, pour mesurer un peu le risque, c'est que nous transportons au niveau interurbain 3,5 millions de voyageurs chaque année. Nous transportons pour le compte d'entreprise 5 000 salariés par jour. Et aujourd'hui, nous parcourons, nos autocars parcourent 50 millions de kilomètres par an. Donc là, on est au cœur de la sécurité routière. Donc notre responsabilité est importante. Pour nous, la sécurité routière, ce n'est pas un avantage. C'est un dû au client et c'est une responsabilité. Et nous agissons sur tous les niveaux pour pouvoir l'apprivoiser. Quand on parle de transport par autocar, et d'une manière générale, les statistiques montrent que le transport public et les transports en commun sont les moins risqués au niveau du transport. Donc, toutes les statistiques au niveau mondial et même au niveau du Maroc, les données de CNPAC le montrent aussi. Notre action va, comme a dit ma collègue, sur, pour nous, ces trois niveaux. Il y a l'humain, c'est le premier. Le deuxième, c'est le véhicule. Le troisième, c'est l'environnement. Donc, c'est notre action parmi plusieurs dans cet axe. Et nous, le troisième axe pour nous le plus important, c'est le management de la sécurité routière. Donc, par rapport à l'image, je pense que c'est très important de faire le choix des bons et des conducteurs compétents. Donc, CTM, aujourd'hui, nous, c'est 600 chauffeurs pour faire les 50 millions de kilomètres. Maintenant, ça commence, il faut sélectionner les meilleurs au niveau compétences, un savoir-faire et un savoir-être. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un aspect important par rapport à la santé du conducteur. Donc, avant d'embaucher, et après, il y a un suivi sanitaire qui est très important.
qu'il faut prendre en considération. Et il y a aussi un examen psychotechnique. C'est un métier qui suppose une grande responsabilité et l'engagement du conducteur nécessite un psychotechnique. Et après, il y a aussi tout le suivi durant toute la vie des conducteurs. Là, une problématique se pose, c'est que le suivi sanitaire peut révéler qu'à un certain moment, le conducteur n'est plus en mesure d'assurer sa fonction dans de bonnes règles. Donc nous, en tant qu'entreprise citoyenne, on est obligé de continuer à supporter cette charge. Et l'une des problématiques que nous posons à la communauté, c'est dans quelle mesure on peut mettre en place un fonds pour garantir la survie de ces professionnels. Le deuxième niveau d'intervention, c'est le véhicule, et c'est très important. Donc pour nous, le plus important, c'est toujours être dans l'innovation. Donc je remercie Beddo qui nous soutient dans des équipements. Donc aujourd'hui, l'innovation, c'est toujours des équipements. Donc on a équipé grâce au soutien et au financement de notre assurance, des véhicules par des boîtiers GPS. Et là, il ne suffit pas d'équiper, il faut aussi manager. Donc il faut suivre et il faut prendre les dispositions et analyser et d'une manière permanente pour s'inscrire dans un process d'amélioration continue. Le véhicule aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées par rapport à nos véhicules, qui ne sont pas malheureusement aujourd'hui imposées par la loi. Il y a le détecteur d'obstacles. Il y a aujourd'hui des possibilités que équiper les véhicules avec des systèmes qui permettent de réduire la vitesse et de s'arrêter. On parlera des mesures tout à l'heure, si vous voulez bien. Je reviens à cette question de chiffres, parce que je voudrais faire ressortir, est-ce que nous avons conscience un peu quels sont le nombre de tués en entreprise, de risques routiers professionnels, quels sont les blessés, le nombre de jours perdus de travail liés à ce risque routier professionnel. Monsieur, notre représentant du Tchad, si vous avez une idée. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Comme je l'avais dit au début, l'administration, dans sa mission régalienne, comme je disais, élabore des textes dans le domaine des transports, dont les textes réglementant la circulation routière. La question que vous venez de poser, elle est mieux indiquée par rapport aux associations, aux sociétés, aux entreprises qui vont donner des éléments de réponse. Pour ce qui nous concerne, globalement, nous avons des chiffres qui couvrent tous les secteurs, qui couvrent tous ceux qui sont usagers de la route. L'exemple que je peux vous donner concernant mon pays, c'est qu'en termes de statistiques, il est enregistré au Tchad environ une moyenne annuelle de 5090 accidents, avec 2698 tués et 6617 blessés pour une période de 10 ans. Donc, y compris également les accidents dans le domaine des entreprises et autres. Certaines statistiques sont spécifiques à la ville de N'Djamena uniquement. Récemment, nous avons un consultant de la Banque mondiale qui vient de réaliser une enquête et qui nous a donné des chiffres spécifiquement en ce qui concerne la ville de N'Djamena. Et comme je l'ai dit tantôt, ça ne concerne non seulement les entreprises, mais toute catégorie des usagers de la route. OK. Nos amis du Malawi ou de Mozambique, sur cette question de chiffres en entreprise, de chiffres d'accidents, de tués et de blessés, de journées de travail perdues liées à ce risque professionnel. Est-ce que vous avez des idées? Non? Des chiffres? Oui? Non? Vous savez, je pose cette question, je suis sûr qu'effectivement, vous pouvez ne pas avoir des chiffres. Même au Maroc, nous n'avons pas de chiffres. C'est pour dire que ce risque routier, il est encore mal maîtrisé, méconnu, et il n'est pas suivi
au niveau de nos statistiques. Parce que pour sortir une stratégie, disons, étatique au niveau pour réduire ou atténuer ce risque, il faudrait des chiffres. Nous n'avons pas de chiffres. Et c'est peut-être, ce sera l'une de nos recommandations. Monsieur le Président. En fait, des chiffres, il y en a. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, le CNPAC lui-même centralise un certain nombre de chiffres et toute la statistique sur le nombre de blessés, que ce soit blessés légers, graves, le nombre de morts par catégorie, piétons, d'une manière générale, moi je voudrais voilà. que la spécificité de risque routier en entreprise. Tout à fait. Maintenant, il n'y a pas de chiffres spécifiques à l'entreprise. Nous-mêmes assureurs, nous indemnisons dans le cadre de l'accident du travail ou nous indemnisons dans le cadre de l'assurance automobile des véhicules d'entreprise, mais nous n'avons pas une consolidation de ces chiffres au niveau du secteur. Si vous vous adressez à la compagnie d'assurance X, Y ou Z, ils auront peut-être des chiffres qui concernent leur portefeuille, mais il n'y a pas une consolidation nationale qui fait la segmentation entre entreprises et non-entreprises. D'accord ? Donc ça, vous le trouverez nulle part. En tous les cas, aujourd'hui au Maroc, vous n'aurez pas ce type de statistiques. Nous pouvons la construire. C'est-à-dire on peut lancer une requête auprès des assureurs pour avoir ce type de chiffres et les construire. Par contre, ce que nous faisons, c'est une démarche globale de sensibilisation de notre population assurée, mais il est beaucoup plus facile de la faire avec l'entreprise que le particulier. Parce que le particulier, on ne peut pas le toucher un à un et travailler avec lui un à un. La CTM donnait l'exemple, notre ami aussi donnait l'exemple du transport urbain. Là, c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux, de mettre en place des outils de vigilance et de monitoring des véhicules. Mais vous ne trouverez pas cette statistique aujourd'hui. Très bien, mais vous gardez la parole, Monsieur le Président. Je reviens à la question des indemnisations dont vous venez de parler. Et si vous pouvez nous brosser un peu la situation que vit le secteur des assurances en la matière, de manière générale, les coûts, combien ça coûte. Oui. Voilà, on a très souvent la réputation d'encaisser des primes d'assurance et de ne pas payer beaucoup de sinistres, mais je vous garantis que nous en payons énormément. Aujourd'hui, nous avons en termes de nombre des dizaines de milliers de dossiers qui sont payés tous les ans et qui sont exécutés. Pourquoi j'utilise le terme exécution? Parce que malheureusement au Maroc, on a la fâcheuse manie, à chaque fois qu'il y a une victime d'accident de la circulation, son premier réflexe, c'est d'aller devant les tribunaux pour essayer d'avoir une indemnisation plutôt que de venir vers la compagnie d'assurance pour transiger. Donc les chiffres, honnêtement, et je salue le travail qui est fait par le CNPAC, les chiffres en dommages corporels s'améliorent. Et notamment sur le nombre de décès. C'est vrai que l'amélioration n'est pas spectaculaire. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Nos amis du CNPAC tiennent la statistique. Mais je crois que je ne me tromperai pas en disant que sur les 5 dernières années, nous avons gagné quelques 400 morts sur les routes marocaines, ce qui n'est pas rien. Au même moment, le parc circulant augmente et donc ça montre qu'il y a quand même un travail qui est fait et qui porte ses fruits. Donc aujourd'hui, nous autres assureurs, on n'est pas là à dire qu'on a indemnisé 20 000, 30 000 ou 40 000 victimes. C'est notre rôle que d'indemniser. L'équilibre que nous devons faire, c'est que les primes d'assurance que nous collectons doivent être suffisantes pour faire face à nos engagements et à payer donc l'ensemble des accidents de la circulation qui se présentent à nous. Aujourd'hui, nous arrivons à tenir cet équilibre, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de marchés mondiaux. Donc on arrive à avoir une branche, parce qu'on appelle ça comme ça dans notre jargon, qui se tient, mais dans lequel il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que même le CNPAC ne voit pas, c'est qu'au Maroc, on a une explosion du nombre de sinistres matériels, donc il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès, il y a des dégâts matériels sur les véhicules et l'augmentation est une augmentation à 2 chiffres depuis maintenant 6-7 ans, c'est une tendance de fond et c'est quelque chose qui nous inquiète énormément, nous autres assureurs, et j'en parle de temps en temps avec mon ami Siboulé Joul. Je pense que le CNPAC devrait aussi commencer à s'intéresser non seulement à la sinistralité corporelle, mais aussi à la sinistralité matérielle, parce que derrière, il y a un véritable sujet, il y a un véritable problème de fond. Merci. Notre ami de CIMAT, vous pouvez réagir surtout sur l'impact un peu de les indemnisations, l'impact sur l'entreprise de ces types d'accidents. Je me présente, c'est Mohamed Cherkaoui, je suis directeur sécurité qualité de Vivo Énergie Maroc, Shell.
Pour moi, c'est une, voilà, c'est une excellente opportunité pour moi d'être là et une excellente opportunité pour Vivo Énergie de participer à ce forum. La sécurité routière pour une entreprise, pour toute entreprise, c'est un pilier fondamental. Je pense que la question ne se pose même pas lorsqu'on parle de burden ou opportunity. Et encore plus pour une entreprise ayant une forte exposition routière. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de travailler énormément dans le secteur du transport, puisque j'ai rejoint Shell il y a 20 ans, et depuis j'ai assisté à la transformation de l'écosystème transport et de son amélioration. Et en particulier de la contribution de Shell et de Vivo Énergie, notamment dans le transport des matières dangereuses. Nous avons donc, comme je l'ai dit, contribué. Donc ça passe par une structuration de l'entreprise qui est en charge donc de la sécurité, notamment tout ce qui concerne le conducteur, tout ce qui concerne la partie gestion des voyages. Je pense que c'est un élément dont on parle peu et qui est très important. C'est-à-dire que tous les outils, maintenant je pense que tous les outils de monitoring, de suivi de la performance du conducteur qui sont maintenant disponibles dans les véhicules, il est très très important qu'on puisse avoir un suivi journalier, même live, et c'est le cas pour nous. Ce que nous avons depuis 2005, et d'ailleurs c'était suite à un échange entre un pays, entre la Malaisie et le Maroc, des deux sociétés Shell, qu'on a pu avoir depuis cette époque-là un journey manager. Alors c'est quoi un journey manager? C'est un responsable qui est en charge du suivi de la performance du conducteur depuis le démarrage jusqu'à la fin de son activité, donc pour suivre toutes les activités qui sont liées au dépassement de vitesse éventuel, au temps de conduite, au temps de travail, les éventuelles accélérations brutales, décélérations brutales. Le port de la ceinture de sécurité également, c'est quelque chose qui est monitoré à travers les ordinateurs de bord. Bien sûr, la position, le trajet, le choix du trajet, conformément au plan de voyage. Cet aspect des choses, cet aspect de journey management, de suivi du voyage, et je trouve qu'il est primordial pour avoir une performance de conduite routière, une amélioration. J'ai eu l'opportunité, de par mon travail, de visiter beaucoup de pays en Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis doublement fier d'être là. J'ai l'opportunité de faire des audits sécurité routière dans plusieurs pays en Afrique, au Ghana, au Sénégal, en Afrique du Sud, à Madagascar. Et on utilise des outils qui se focalisent sur la gestion du chauffeur, tout ce qui tourne sur la gestion du chauffeur, tout ce qui est aspect formation, au-delà des aspects donc sélection qui sont très très importants, et les aspects formation, suivi, les aspects qui sont liés également au suivi de la santé, les aspects également qui sont liés au véhicule. On parle de matières dangereuses, donc il y a des spécifications très importantes pour s'assurer que le véhicule soit conforme aux standards et qu'il puisse avoir la capacité de prévenir les accidents, d'une part d'équipement, et également si jamais par malheur il y a un accident de la route,
que les dégâts seraient les moindres, les plus minimes possibles. Voilà, c'est ce que je voulais dire par ça, l'aspect gestion des voyages. Et ça, c'est quelque chose, je peux dire, qui n'est pas que pour les véhicules de transport, parce que là, on parle de transport, mais c'est quelque chose que nous avons intégré depuis 2015 pour nos collaborateurs commerciaux, nos collaborateurs en fait qui conduisent des véhicules légers, avec des équipements qui permettent le suivi de cette performance de conduite, tout en respectant les aspects qui sont liés à la confidentialité et au privacy, aux aspects de vie privée. C'est-à-dire qu'on est maintenant capable, dans notre entreprise à Vivo Énergie Maroc, de suivre la performance routière des collaborateurs, tout en respectant justement ça. Et c'est avec une grande fierté qu'on a pu diminuer les cas de non-conformité de conduite, que j'appellerais, d'un nombre justement assez important depuis son démarrage en 2015 jusqu'à aujourd'hui quelques dizaines, et je pense que ça s'est traduit par moins d'accidents de la route, à la fois corporels et matériels. Voilà, merci. Très bien, merci. Peut-être un mot sur les stratégies de sécurité routière. Est-ce qu'elles prennent en considération, parce que ce risque routier il est pris par le code de la route. Nous avons des dispositions qui concernent le temps de la conduite, la durée de repos des conducteurs, un ensemble, la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident, la responsabilité du conducteur sur certains aspects, des aspects également liés au véhicule, à la maintenance du véhicule, et donc à des dispositions techniques du véhicule. Les codes de la route, généralement, prennent en charge différents aspects liés à cette problématique de sécurité routière. Mais les stratégies nationales, est-ce qu'ils en tiennent compte de cet aspect de risque routier professionnel au risque routier en entreprise? C'est une question que je pose peut-être à monsieur le responsable, monsieur François du Tchad, ou madame, et le Mozambique également. Merci encore une fois de plus, monsieur le modérateur. Comme vous l'avez relevé tantôt, le code de la route prend tous les aspects, comme vous l'avez relevé. Mais face à l'impact, face au risque que les accidents causent dans la société d'une manière générale, le Tchad, notre pays, voudrait y faire face également pour anéantir les effets des accidents de la circulation. Je vais citer tantôt, au-delà des réformes qui ont été entreprises depuis des années, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, précisément la Banque mondiale, le Tchad a adopté, à partir de 2012, une stratégie nationale des transports. C'est à l'intérieur de cette stratégie que le volet sécurité routière a été pris en compte au même titre que la protection de l'environnement. Suivi ensuite de la mise en place, de l'élaboration également en 2014 d'une stratégie nationale de la sécurité routière qui a eu pour effet la création en moins d'un an d'un office national de la sécurité routière. Comme nous l'avons suivi dans les précédentes présentations, le Tchad, en conformité avec les orientations du plan mondial des Nations Unies pour la décennie 2012-2020 et également du plan africain de la décennie des transports pour la même période, a mis en place. Les orientations de ces deux documents ont exigé que dans chaque pays membre de las Nations Unies, qu'il y ait un organe de gestion de la sécurité routière. Et c'est ce qui a amené le Tchad, en 2017, à travers une loi suivie d'un décret d'application, de créer un office national de la sécurité routière qui a pour mission plusieurs actions définies, d'actions prioritaires qui vont être résolues.
Mais l'organe étant encore naissant, on ne peut pas encore faire une évaluation, mais chemin faisant, je crois qu'il y a des actions qui seront définies et qui vont être mises en œuvre dans ce cadre. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, M. François. Madame, si vous voulez bien un mot sur la question. Sorry, moderator. Would you please repeat the question? I was not able to capture the question that you put forward. La question, je disais tout simplement, est-ce qu'il y a le code de la route d'une manière générale au niveau de chacun de nos pays qui prévoit un certain nombre de mesures pour faire face à la sécurité routière d'une manière générale, et ça s'applique également pour l'entreprise. J'ai cité le temps de conduite des chauffeurs qui est réglementé, la durée de repos qui est réglementée pour le conducteur de transport. Il y a également la responsabilité, il y a les spécifications techniques des véhicules, donc un certain nombre de règles qui sont édictées par le code de la route. Mais au niveau de vos stratégies sectorielles, est-ce que cet aspect particulier du risque routier en entreprise est pris en charge en tant qu'axe stratégique d'une manière générale au sein de la stratégie de la sécurité routière globale? Merci. Thank you, moderator. I represent the regulatory arm of government in Malawi, and we are responsible for road transport systems. Using the decade of action for road safety and also the strategies, the national road safety strategies that we have in place, we came to realize that there is need for government to involve every stakeholder in issues of road safety, to the effect that in the action plan that we have developed for 2015 to 2020, there are issues involving all aspects related to road safety and road traffic. We are also responsible for data management, which includes analysis and reporting. And to that effect, we are able to direct, to give information to companies and responsible agencies to apply the recommended road safety measures in their respective jurisdiction. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Allow me to go back to your question regarding with the figures. Just to say, on the last 3 quarters this year, from January to September, Mozambique, we had 1,205 accidents, which caused 879 fatalities, 900 serious injuries, 1,193 light injuries. These are the figures. On the last 10 years, Mozambique, we had about 17 fatalities. But as I said on the beginning, that Mozambique, under the objectives of the action, we did a lot on our legislation, and we're still doing, because it's on the way to approval the road safety policy, although the lack of financing. We approved the new road code in 2011. We approved the belt use regulation. We approved the old legislation of road safety course content as a manual for the drivers. We approved the regulation on monitoring and driving under the influence of alcohol and psychoactive substance. We approved the regulation requiring the inspection of the vehicles and others. Just to say also, we have to be aware that Mozambique is a strategic country, as its location, to provide the access to the ocean, to the
to our neighbors' countries. Zimbabwe, Zambia, they come to go to our ports, and this increased the exposure for the road user. Today, for bus passenger is not allowed to continue with the journey after 9 o'clock p.m. Not allowed. You have to travel from the point of departure, and once you exceeded the time, you have to rest and to continue next day from 5 o'clock a.m. These are we are working in the regulation from bus schools also. We approved the regulation on tachograph in order to know how many hours the driver are on the roads. We know that is a practice for our drivers' companies to take on the same bus 2 drivers. But we know that when I'm on the lift, I will break more than you. You will not rest. That's why we are promoting that every companies, bus operators, they have to have a point for rest. I come from a point A, and I will will change to take another drivers to go further. And there is a lot of action on the way. About figures, I have to say that figures are not statistics, just statistics. No. For my case, in these figures, will not. I didn't separate the private sector, the civilians. Also, in our road building, we are trying to see how can we protect the road users. On last Saturday, we inaugurated the longest bridge in Africa from Maputo to Katembu to ensure the linking along all country. There are no way to pedestrian, because also to make sure that they are not risk. And for my personal experience, on 2016, I lost my elder son. That's why the statistic for me, today, we can see the statistic with the faces, with the dreams. We cannot see statistics as the numbers. Ce n'est pas le numéro. Ils sont statistiques avec une face. De cette façon, il faut dire que les statistiques, they have to take us to the commitment. That's why we are saying that, Mozambique is trying to do the best in order to respond to the 5 pillars, but of sure we have some constraint, but we think that we are in good way. Thank you. Merci. Donc, vous posez la question par rapport à la Nous réglementation. compatissons beaucoup avec pour la disparition de votre enfant. Il y a beaucoup de familles pratiquement qui ont été touchées par les accidents de la route, et peut-être il est temps de stopper un peu cette hécatombe et cette violence routière d'une manière générale. Il y a certains qui l'ont appelé le terrorisme routier. Merci. Yeah. Sorry. And just to say, for sure, when we are talking about the post-accident care, yeah, this is a reality. Yesterday we heard the other panelists saying that it depends on the time. My accident, my wife was driving, was in rural area. Okay, they tried to blast it, and I went out of the driver and tried to get came another bus to take me to the hospital, the next hospital, but was a long time. That's why it's very important to have the post-crash care, and we have to be committed as the African Council in order to reduce these fatalities. Thank you. Moi, je veux juste rajouter un point par rapport à la réglementation. Donc, la réglementation existe, donc surtout par rapport au temps de conduite. Maintenant, quelle est la responsabilité dans l'entreprise pour la mise en place de la réglementation? Parce que parfois, la réglementation n'est pas aussi simple à mettre en place. Je prends par exemple le temps de conduite. Qu'est-ce que vous faites pour un voyage qui dépasse les 15 heures, les 16 heures, et vous avez des temps de conduite qui sont limités par rapport au chauffeur? Et là, juste par rapport à ça, parce que je reviens toujours à l'humain, je pense que la clé, et même les statistiques le prouvent, que l'élément humain est le plus important dans la sécurité routière. Maintenant, il y a aussi le bien-être des
chauffeurs professionnels. Parce que quand vous voulez appliquer la loi, donc vous devez descendre un chauffeur après un certain nombre d'heures de travail. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le remplacez? Qu'est-ce que ça vous coûte? Parfois, vous êtes obligé de le descendre pour son bien-être, vous êtes obligé de le descendre même avant pour assurer des rôles. Et aussi, ce sont des salaires en plus et ce sont des charges. Parce que si vous ne prenez pas en considération le bien-être du chauffeur, le résultat sera le même. Il y a une réglementation, il faut l'accompagner par rapport à tout ça. Un deuxième élément important, et je reviens toujours à la santé du chauffeur, c'est que la réglementation, elle est générale par rapport à tous les chauffeurs, il ne prend pas en considération l'état de santé des chauffeurs. Donc, en fonction de son état de santé, il y a un certain nombre de lignes qu'il ne peut pas assurer. Et il y a aussi un certain nombre d'horaires qu'il ne peut pas assurer. Donc, c'est tout le travail que doit prendre l'entreprise pour assurer tout ça. Nous, en tant que compagnie de transport au Maroc, nous avons la chance d'avoir plusieurs lignes qui nous permettent de répondre à cette complexité. Maintenant, ce n'est pas le cas de toutes les autres entreprises. Et là, c'est là où l'intervention doit être, que ce soit au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé et d'autres organismes qui peuvent se pencher sur ces questions. On a entamé le temps qui nous est alloué pour cette séance, disant une bonne partie du temps qui nous est alloué. Ce que je demanderai à chacun de vous, si vous voulez bien, d'aller brièvement pour être dans le temps. Merci. Ma question aujourd'hui, il faut aller un peu sur des conseils. Quels sont les conseils, les mesures pratiques que vous pouvez adresser? Nous avons certainement parmi nous ici des chefs d'entreprise, des présidents d'associations professionnels, et donc il serait intéressant de leur communiquer votre expérience, notamment quelles sont les mesures pratiques qu'il faudrait initier au niveau des entreprises pour limiter ou réduire cet aspect d'accident routier professionnel, Monsieur le Président. Très rapidement, comme vous avez dit, il y a des expériences. On le voit, je suis entouré que de grandes entreprises. Donc en fait, manifestement, les actions ne doivent pas être dirigées vers ces grandes entreprises. Elles sont extrêmement bien organisées, elles sont très sensibles et mettent des actions formidables en interne pour maîtriser la sécurité routière. Maintenant, au Maroc, nous avons beaucoup de petites entreprises qui sont hyper exposées, qui ont des flottes qui circulent. Mon message, c'est de leur dire, il y a des moyens qui ne coûtent pas très très cher et qui sont très souvent financés en partie par les assureurs. C'est toutes ces technologies embarquées qui permettent en fait de monitorer le conducteur. Le monitorer non pas pour lui dire tu es mauvais, mais le monitorer pour le monter en charge et le former. Parce que comme ce qui a été dit tout à l'heure, on voit la vitesse, on voit les freinages intempestifs, on voit le temps de route, est-ce qu'il est respecté, est-ce qu'il n'est pas respecté. Et ça permet d'avoir une visibilité et dire à ce chauffeur, écoute, toi tu es très très bon, je n'ai rien à t'apprendre, bravo. Et à celui qui n'est pas bon, ben, de le former, de le sensibiliser, de l'accompagner. Et pour ça, il y a des outils qui existent et peut-être, je pense, et là je m'adresse au pouvoir public, je pense que ces outils doivent devenir obligatoires pour les flottes qui circulent. Il n'est pas normal qu'on ait des flottes qui circulent et qui ne se dotent pas d'un minimum d'outils pour pouvoir suivre leurs chauffeurs, suivre leurs conducteurs et les monter en charge. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a même des villes au Maroc, et je ne veux pas enfoncer le clou, il y a des villes au Maroc où vous prenez le transport urbain, certaines villes, transport urbain d'excellente qualité, je ne vous le dis pas pour être complaisant, je connais l'état de vos véhicules et du travail que vous faites, mais dans certaines villes, l'état des véhicules qui circulent est catastrophique chez certaines flottes. Et on ne peut pas, en tant que pouvoir public, de continuer à regarder ça et de ne pas agir. Et donc, en fait, un véhicule qui n'est pas aux normes doit sortir de la circulation. On peut comprendre qu'un particulier, compte tenu d'un certain nombre de questions sociales, on ne peut pas lui retirer son véhicule. Mais un professionnel une entreprise profitable qui a une flotte qui circule dans un état lamentable avec des chauffeurs qui ne sont pas à niveau, je suis désolé, il faut prendre le taureau par les cornes et arrêter ces véhicules et en tous les cas pénaliser ce type d'entreprise et inversement de primer les entreprises qui font un travail formidable. Merci. Et on en a ici présent. Merci pour toutes ces questions. Madame, oui. Alors, bon, je suppose que... Brièvement, s'il vous plaît.
Brièvement, le temps. Brièvement, mais ce que je veux dire, c'est que je suppose que les entreprises leaders en transport de voyageurs, transport de marchandises, et, qui ont mis la sécurité au sein de leur management se rendent aujourd'hui que l'investissement en formation et l'engagement en sécurité est plus une opportunité qu'une charge. Ça, c'est clair. De ce fait, nous, on peut déjà avancer qu'en 6 ans, on a une réduction de la sinistralité de 80%, qui est claire. Quelle est la problématique aujourd'hui qu'on vit? C'est qu'on est à une phase où, une fois on contrôle l'interne, ce qui est notre personnel, et on exige un certain comportement et qu'on contrôle et on investit en véhicules pour garantir la sécurité. Pourquoi? Pour le comportement du citoyen. Parce que quand on met dans un véhicule un système de blocage de porte, c'est pour qu'on prévoit qu'un client peut vouloir descendre au moment où le bus circule. Quelle est la solution? Donc la société prend l'initiative de bloquer les portes quand le bus roule, etc. Donc, donc je pense, au niveau à notre niveau, par exemple, quand il y a eu la carte professionnelle, on s'est engagé à créer des centres, à homologuer un centre de formation pour pouvoir dispenser la carte professionnelle et entrer dans le programme de formation. Et aujourd'hui, on est en phase de créer une école de sécurité pour former des élèves d'école, pour sensibiliser le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, le vrai souci, c'est d'aller vers le citoyen, de le sensibiliser pour qu'il participe. C'est un travail, je suppose, en commun et pas uniquement des transporteurs. Merci, madame. Je rappelle que madame représente la société ALSA. C'est l'une des sociétés leaders dans le transport urbain. Elle opère à Marrakech. Mais surtout, je me rappelle que vous avez initié une opération importante, notamment la mise en exploitation de bus électriques à l'occasion de la tenue de la COP 22 Marrakech. C'est une excellente initiative, madame. Monsieur Cherkaoui, peut-être? Oui. Je viens vous... Allez. Alors, des conseils pratiques, s'il vous plaît. Merci. Oui, quelques conseils pratiques. Encore une fois, je me rappelle, ayant travaillé dans ce domaine en 98 et qui n'était pas aussi développé que maintenant, je pense qu'il est très important de mettre les bases pour aller, c'est-à-dire pour toute entreprise, qu'elle soit à forte ou à faible exposition kilométrique. Donc, je peux dire que la première des choses, c'est d'avoir une volonté managériale, une volonté de la direction de l'entreprise, de faire en sorte de mettre tout en place pour éviter les accidents de la route dans l'entreprise, mettre en place une politique sécurité routière en entreprise. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé au début pour rendre clair à l'entreprise. On a parlé de réglementation tout à l'heure, qui n'est peut-être pas toujours donc très clair pour les employés. Donc, l'idée, c'est d'avoir une politique sécurité routière en entreprise qui simplifie ça et simplifie donc les exigences. Autre chose, et enfin, c'est, je pense qu'il est très important pour toute entreprise, notamment celle à forte exposition kilométrique, de développer un partenariat public-privé. Et à ce titre, je pense que notre partenariat avec le CNPAC est une réussite. Je vais y arriver pour voilà. les partenariats. Je tiens à remercier. Voilà, merci. Si je dis oui, puis... En conclusion, moi je dirais que la clé est où est-ce que je... Conseils pratiques, s'il vous plaît, des conseils. La question est où je positionne la sécurité routière. Donc pour nous, la sécurité routière doit être indue au client. Donc c'est un devoir. Et pour la réussir, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour la réussir? Et il faut toujours aller chercher de l'innovation, que ce soit par rapport au véhicule, par rapport à la technologie et aussi par rapport au management de l'élément humain. C'est
cet investissement est toujours rentable à long terme pour l'entreprise et pour son environnement, et c'est là où est la clé pour nous. La 7e, c'est c'est aussi le leader dans le transport public interurbain, et c'est au niveau de cette entreprise de transport, on enregistre pratiquement le risque zéro. On peut dire le risque zéro au niveau d'accidents routiers au niveau de la 7e. Elle est connue pour cette performance. Notre ami Regragui, s'il vous plaît. Alors je dirais que le risque zéro n'existe pas. Déjà pour reprendre sur votre information, mais au-delà du zéro. Mes propositions, conseils pratiques, c'est aller au-delà du zéro accident en termes de chiffres. Parce qu'on peut afficher zéro sur une année, sur une période, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je pense qu'il faut aller, comme l'ont dit les différents panélistes, faire évoluer la culture de la sécurité dans l'entreprise. Et ça commence d'abord par l'engagement. Par l'engagement, je suis d'avis pour que les entreprises élaborent des politiques de sécurité routière. L'implication, comme Madame l'a dit tout à l'heure, il faut impliquer les différentes parties intéressées, faire beaucoup de communication, être le plus proche des acteurs opérationnels, c'est-à-dire en l'occurrence les chauffeurs. Vous savez, quand vous avez parlé du code de la route, ce n'est qu'un volet de la réglementation. Ce n'est qu'un volet de la réglementation. Et pour les entreprises, la conformité réglementaire, il y a bien sûr les dispositions qui sont liées à l'activité du transport, à savoir le code de la route, mais il y a également les dispositions réglementaires qui concernent le volet social. Et en écoutant les chauffeurs, il faut les défendre. Il faut leur assurer des contrats de travail, des déclarations à la CNSS, des assurances maladie obligatoires. Donc tout ça pour justement leur offrir ce bien-être et cette santé justement sociale, on va dire, pour résumer. Maintenant, pour des conseils justement pratiques, je pense qu'il faut aller vers la digitalisation. C'est quelque chose, parce que la technologie, les nouvelles technologies évoluent très rapidement. C'est très bien de les intégrer, c'est très bien de les intégrer, mais il ne faut jamais négliger c'est-à-dire le volet humain. Voilà. Merci. Vous me l'avez rappelé, effectivement, nous ne sommes pas seulement... juste après, je vous donne la parole. Je voulais juste dire que, en ce qui concerne ce risque routier, nous ne sommes pas surtout au code de la route, nous sommes au carrefour de plusieurs réglementations et de plusieurs codes. Il y a le code de travail, le code des assurances, le code du travail, je l'ai dit, le code des assurances, le code de la route, mais également le code de la sécurité sociale. Vous voyez que c'est un enjeu qui concerne beaucoup d'administrations et pas seulement le transport ou les administrations de transport. Madame, vous voulez intervenir, je pense, sur cette question de conseils pratiques. D'accord? I want to give practical advice to companies. Companies should consider investing in road safety measures in their companies. They should not concentrate much on their employees only. It is time to consider clients as well, customers, because it is only a healthy customer that will promote your company. So that's my advice. Merci. Qu'est-ce que je dirais? Peut-être, vous voulez également? Allez-y. Brièvement, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. Pour conclure, je vais dire qu'il faut que nous, comme le secteur public, comme le secteur privé, il faut voir les actions de sécurité routière comme une opportunité pour changer le scénario actuel. Prendre les statistiques aussi pour changer d'attitude.
Et nous, comme Mozambique, nous allons continuer de travailler. Et je pense que à partir de cette forum, nous allons aussi ensemble pour répondre des objectifs globaux africains et pour changer la situation actuelle. Merci. Ce serait peut-être ma dernière question. Parmi les entreprises qui sont présentes parmi nous, il y a la plupart, ou l'ensemble, ou toutes peut-être, ont passé des partenariats avec le Comité national de prévention des accidents de la circulation routière pour réduire notamment ce risque routier en entreprise. Est-ce qu'on peut avoir, de manière très brève également, et concentrée, quels sont les aspects de ce partenariat et qu'est-ce que ça a apporté pour l'entreprise en termes d'amélioration des accidents de la circulation routière en entreprise? Totalement. Allez-y. Vivo Énergie Maroc donc, est fier d'être partenaire avec le CNPAC depuis une quinzaine d'années. Et je pense que ça apporte énormément de choses. Parce que d'abord, la sécurité routière, c'est un défi sociétal. C'est un défi continental. C'est un défi, bien sûr, dans notre pays. Et ça apporte, ce partenariat nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, la grande expertise du CNPAC à travers donc, les différentes équipes qui permettent de donner le conseil spécifique qui apporte donc tout le travail de fond qui est fait également dans notre entreprise au niveau des différents programmes de formation à nos conducteurs, à nos procédures, etc. Nous avons également, à travers ce partenariat, pu travailler pour toucher la communauté à travers des programmes spécifiques que nous déployons durant l'été dans nos différentes stations-service pour sensibiliser les conducteurs. Ça, c'est quelque chose que nous organisons durant les périodes où il y a un trafic routier important. Et ça nous permet justement de contribuer de manière sociétale à la sensibilisation et à la réduction des accidents de la route. Également, j'essaie un peu de me rappeler également les différents inputs, conseils, comme par exemple les différents points routiers, les statistiques. Vous avez parlé de statistiques tout à l'heure. Donc les différentes statistiques au niveau de la cartographie routière au niveau du Maroc, là où il y a les points dangereux par exemple, qui peuvent servir pour les entreprises pour redoubler de vigilance par exemple. Ça également c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je pense que juste pour conclure que c'est un vrai exemple de partenariat réussi, public-privé, et encore une fois je tiens à remercier vivement les équipes du CNPAC. Merci encore. Monsieur le Président. Très rapidement, la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance a un partenariat très très fort avec le CNPAC. Nous sommes d'une part collecteurs d'une taxe parafiscale sur chaque attestation d'assurance. Il y a 15 dirhams qui vont au CNPAC, donc nous sommes le collecteur, mais nous-mêmes nous apportons du financement. Donc le financement qui vient du secteur de l'assurance pour les actions du CNPAC représente, je pense, 75 à 80% des ressources du CNPAC, ce qui est extrêmement important parce que le CNPAC, toutes ses actions sont lourdes, sont coûteuses, et je pense que c'est quand même un partenariat qui mérite d'être souligné, et ça me vaut à ce titre d'être vice-président du Comité national de prévention des accidents, donc du CNPAC, et nous rencontrons les équipes de manière assez fréquente et nous participons aux réflexions et à l'accompagnement. Il est reconnu que les assurances sont un allié stratégique pour le CNPAC et pour toute l'action que mène pour la sécurité routière. M. Gnini, peut-être. Oui, par rapport au partenariat, nous avons toujours trouvé de l'écoute au niveau du CNPAC quand on fait appel surtout à des formations.
Ils ont assuré pour nous surtout la formation de formateurs, c'est très important. Quand on parle de partenariat, je voulais remercier aussi d'autres partenaires que nous avons. Donc, il y a les assurances. Nous avons aussi un partenariat depuis très longtemps avec l'Office de la formation professionnelle, que je remercie, qui nous a accompagnés dans la formation de nos conducteurs. Et aujourd'hui, nous avons avec eux une convention qui permet de recruter des jeunes et de les former pendant une année. Nous leur accordons une bourse, et ce qui nous permet à la fin de pouvoir former des chauffeurs professionnels et compétents par rapport à ça. D'autres partenariats aussi qui sont importants. Nous avons un partenariat avec la Fédération marocaine des maladies du sommeil. C'est important, et nous attendons aussi d'autres partenariats, parce que c'est des partenariats publics-privés, privés-privés, qui pour nous sont importantes pour pouvoir avancer dans ce secteur, parce que la sécurité est le problème de tout le monde et chacun doit assumer sa responsabilité dans ce domaine. Merci. Juste en termes de partenariat, parce que quand même l'APC, c'est l'association professionnelle des cimentiers, c'est une vieille association, mais ce qui la caractérise le plus, c'est qu'elle est très engagée et très active sur le plan social et sociétal. Avec le CNPAC, une convention de partenariat a été signée en 2016, et des caravanes ont été réalisées depuis l'année 2010. Depuis déjà le nouveau code de la route, nous avons réalisé en partenariat avec le CNPAC une caravane pour la promotion du nouveau code de la route. Deux autres caravanes ont été réalisées en 2014 et en 2015. Et aujourd'hui, même pour cette année 2018, nous sommes à notre 5e caravane autour du thème pour des routes plus sûres, qui actuellement sillonne et va sillonner plusieurs villes du royaume. Et donc, je ne vais pas rater l'occasion justement pour féliciter et remercier tous les membres du CNPAC, d'abord pour l'organisation de ce forum, et on voit la splendeur et la qualité de l'organisation. Ce forum, c'est vrai, c'est un défi continental, c'est une étape pour le continent, pour s'interroger, pour prendre conscience, pour dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi pour nous interroger tous, chacun, et propager et diffuser une culture de prévention sur la sécurité routière. Nous partageons totalement cette réflexion. Madame. Un exemple de partenariat avec le CNPAC et la convention actuelle en cours de signature concernant l'école de sécurité, qui vise à former des élèves de CE6 de l'école publique, qui compte 12 000 élèves par an. Et ça, c'est une collaboration, et on a eu l'appui à 100% du CNPAC dans ce sens. Merci. Nous avons peut-être pendant 1h30 échangé pas mal d'informations, pas mal d'expériences. Nous arrivons, il faut peut-être à la fin de ce débat qui a eu lieu, répondre à cette question qui a été la question de notre thème. Est-ce que la sécurité routière est une charge ou une opportunité pour l'entreprise? Une minute chacun. Merci. On commence. Je ne voudrais même pas répondre à cette question, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas justifier que c'est plus une opportunité qu'une charge. On est en train de sauver des vies humaines en priorité. Et je suppose que c'est très simple. Un autocar ou un bus qui fait un accident engendre des dégâts, un manque à gagner inestimable si on suppose qu'il n'y a pas de perte de vie. Donc c'est une opportunité et ce n'est aucunement une charge. Effectivement, pour moi aussi, la question ne se pose même pas. La sécurité routière est fondamentale, c'est un pilier. Alors je voudrais quand même partager avec vous très brièvement quelque chose de par mon expérience, puisque, comme je le disais, j'ai l'opportunité de voir les entreprises qui opèrent dans le domaine du transport routier, principalement en Afrique. Et je peux vous dire que
les entreprises ayant les meilleures performances sécurité routière ont les meilleures performances à tout point de vue. Voilà. C'est-à-dire dans le domaine... ça résume tout, voilà. Monsieur. Merci. Monsieur le Président. Directeur général. Directeur général. Je pense également que la question ne se pose même pas, donc je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. La question est une évidence. Effectivement. Pour moi, la question de la sécurité routière, par rapport à ma réponse, c'est que c'est une obligation et que je ne me pose pas la question est-ce que c'est une opportunité ou c'est une charge. C'est une obligation, c'est notre raison d'être et c'est un dû. Okay, thank you. See, the action of road safety as an opportunity to save lives. And we have to see the financing not as expenses, but as investment. Thank you. Je suis d'avis de dire que la sécurité routière, c'est une opportunité pour faire évoluer la culture de la prévention, la culture sécurité d'une manière générale à tous les niveaux, mais également, je dirais que c'est une charge au niveau de l'engagement, parce qu'il faut beaucoup d'engagement, il faut beaucoup d'implication, il faut beaucoup de communication. Donc ces aspects-là, il ne faut pas qu'on les néglige, il faut beaucoup d'exemplarité et bon. Donc un peu de charge quand même pour faire évoluer les choses dans le bon sens, pour justement saisir l'opportunité qui se présente avec cette prise de conscience. Surtout l'engagement qu'on venait de dire. Merci. Madame. For me, I would say road safety is an opportunity for everyone. If we neglect the opportunities that associate with road safety, we bear the burden of having road safety as a burden, not only to individuals and companies, but to the nation as a whole. Thank you. Merci. Nous ne pouvons pas déroger à la règle et au vu du thème qui nous est soumis, nous avons réaffirmé sans nous tromper que c'est plutôt une opportunité sur toute la chaîne en ce qui concerne l'entreprise, le personnel de l'entreprise, la famille, le personnel de l'entreprise et par ricochet la société en termes d'impact que cela va poser sur l'économie du pays. Merci à tous. Vous m'avez beaucoup aidé, facilité la tâche. J'espère que la salle, est-ce qu'elle aimerait, s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une ou deux questions, on peut également donner la parole. Mais sinon, on lève la séance. Oui, bonjour, je me présente, je suis monsieur Malki Habib, je suis médecin légiste en France. Donc on s'occupe de tout ce qui est violence, donc violence contre la personne et les morts violentes suite à des accidents de la voie publique. Donc je remercie tous les intervenants ici présents pour leur explication très fructueuse. Et je voudrais savoir, poser une question à tous les directeurs du programme de santé et sécurité dans une grande compagnie. Alors, quels sont les critères que le directeur du département sécurité qui met en avant pour confier un camion, un autocar à un chauffeur, c'est-à-dire les critères de confiance? Qu'est-ce qu'on fait pour donner une confiance à un chauffeur de poids lourd ou bien de transport de passagers comme un autocar de la CTM? Les critères, c'est-à-dire de donner confiance à ce chauffeur. Merci. Merci. Cette question est tout à fait faite pour vous, M. Znini. Allez-y. Allez-y. Bonjour, merci pour votre question. La question de confiance est importante. Maintenant, pour pouvoir la constituer, le processus est très long. Je dis que le processus démarre d'abord par rapport à la sélection. Donc, pour sélectionner un chauffeur, il faut d'abord qu'il justifie de compétences, de savoir-faire, du métier, du savoir-être. Et là, il y a un certain nombre de phases dans la sélection pour valider ce niveau-là. Une fois que c'est validé, bien sûr, il y a un niveau, le deuxième niveau, c'est le niveau
santé. Donc il y a des examens de santé, dont l'un des plus importants, c'est détection de drogue, qui est généralisé chez l'ensemble. Une fois que c'est fait, le chauffeur pour nous doit passer par un examen psychotechnique que nous faisons en partenariat avec l'Office national des chemins de fer, qu'on remercie de nous donner accès à leur centre. C'est à ce niveau-là qu'ils forment leurs machinistes. Une fois que c'est validé, donc il y a un processus de formation qui prend plusieurs mois. Une fois que ce processus de formation, donc il y a une formation sur route, et le chauffeur, une fois qu'il est formé, il passe comme deuxième chauffeur pendant très longtemps avec des chauffeurs parrains. Et c'est un processus de suivi qui permet de suivre à ce niveau-là. Maintenant, il y a une formation permanente qui se fait avec des partenaires soit privés, soit publics tels que l'ONCF, et tout le suivi des indicateurs. Donc, M. Baddo a parlé d'un certain nombre d'équipements qui sont embarqués au niveau des véhicules. Et là, il nous permet de donner et de prendre un certain nombre d'éléments par rapport à la manière de conduite, par rapport à ses comportements. Et à chaque fois, on est dans un processus d'amélioration et de formation pour pouvoir suivre. Il y a aussi le suivi des vitesses. En plus de ça, nous avons d'autres systèmes que nous utilisons. Par exemple, sur nos autocars, nous avons un système de clients mystères. Donc, ce sont des clients mystères qui nous permettent de relever un certain nombre de comportements qui ne sont pas relevés par les machines. Par exemple, l'utilisation des téléphones aujourd'hui, nous n'avons que les clients mystères qui nous permettent de savoir est-ce que le chauffeur a utilisé son téléphone ou non. D'autres choses telles que par exemple l'utilisation de la ceinture de sécurité. On peut équiper des autocars par des systèmes qui le relèvent, mais ça coûte cher. Donc aujourd'hui, ce système de clients mystères permet d'assurer à ce niveau-là. Maintenant, pour créer de la confiance, il y a aussi le bien-être du chauffeur. Donc vous ne pouvez pas demander au chauffeur de respecter la vitesse, de conduire correctement, de respecter le client et quelle est de sa situation sociale. Donc, il faut garantir le minimum, la sécurité sociale, il faut une retraite complémentaire, il faut qu'il bénéficie de ses vacances, et il faut tout l'aspect social. Tout ça entre dans la création de la confiance et pour développer le sentiment d'appartenance des chauffeurs à l'entreprise. Et une chose aussi importante, c'est dans le management des ressources humaines, il faut aussi être juste et équitable. Ce sont des choses qui permettent de créer le bien-être et c'est ce qui garantit la confiance. Et nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, le chauffeur, même dans nos études d'image, c'est toujours le chauffeur qui sort le premier élément de choix des clients pour la CTM. C'est un sujet très vaste, comme vous venez de voir, et je pense que nous avons abordé un certain nombre d'aspects qui vous ont intéressé. Merci à chacun de vous, chers panélistes et intervenants, nos amis de l'Afrique, du Malawi. Bien sûr. Et merci à la salle. Je lève la séance.